Bonjour à tout le monde. Merci Gildas pour l'invitation. Merci à l'IUT de Valence pour l'invitation. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle David Maenda Kitoko, mais vous pouvez maîtriser juste David, ça va aller. Et je viens de Lyon, j'habite à Lyon, je suis étudiant. Je suis étudiant, je ne veux pas citer mon âge. Je suis réfugié politique aussi et surtout président de l'association Génération Lumière. C'est pourquoi je suis venu vous parler aussi de cet asso. Qui a un smartphone? Très bien. Qui ne l'a pas? Personne. Une voiture électrique? D'accord. Très bien, ça va arriver. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à la fois l'histoire de mon pays, puisque, comme je l'ai dit au début, je suis réfugié congolais, et un peu de ma vie. Je vais un peu partager, enfin, ça va être à la fois des analyses, on va dire, objectives, et aussi un peu liées à mon exil, ou plutôt au lien de votre téléphone portable et moi. Je vais vous présenter le Congo rapidement. Non, l'association d'abord. Donc, je suis président de l'association Génération Lumière. Comme vous pouvez voir, c'est une association qui travaille, comme vous pouvez le voir. On travaille en France et en Afrique, dans la région des Grands Lacs, prioritairement au Congo. Et là, c'est lorsque la secrétaire de l'association et moi-même étions au Rwanda pour rendre visite à nos camarades qui sont dans la région. Nous faisons plusieurs actions, mais surtout de la conscientisation en France, de parler de la consommation inconsciente. Au Congo, nous menons des actions beaucoup plus palpables, comme plantation de poubelles dans des villes, plantation d'arbres, et aussi sensibilisation au sein des écoles. Alors, je présente rapidement le sommaire. Donc, voilà le Congo. C'est un grand pays d'Afrique centrale qui, il y a 80 millions d'habitants et une superficie de plus de 2 millions. Mais le plus important, c'est pas forcément sa superficie, mais ce qu'elle a pour l'humanité, c'est à la fois avoir ce deuxième poumon de la Terre, comme on le dit souvent. C'est-à-dire qu'après l'Amazonie, l'autre poumon de la Terre se trouve en Afrique. Mais surtout, cet immense pays et cette forêt regorge aussi de nombreuses espèces très utiles. Là, j'en ai pas mentionné, mais là, je vais mentionner quelques-unes que vous connaissez, comme les gorilles des plaines, des montagnes, les bonobos, les rhinocéros blancs du Nord, ou un autre animal que vous connaissez moins, qui s'appelle l'okapi, qui est un animal qui n'abrite que dans ce pays-là, qui est protégé depuis 1933, mais qui, malheureusement, depuis 2013, est en danger. On va passer très rapidement là-dessus. Moi, je suis né à côté de ce lac-là, qu'on appelle le lac Tanganyika. Alors, ce lac, c'est le deuxième plus profond lac du monde et c'est la première réserve d'eau douce en Afrique, avec les questions que vous entendez souvent sur la question sur l'eau. Ce lac-là est un trésor pour l'Afrique, si je peux le dire comme ça. Et notre association, justement, agit dans cette ville qui s'appelle Uvira, où se trouve ce lac. Il traverse 4 pays également, avec des espèces comme les hippopotames, les crocodiles et autres.
Donc, après ça, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous parler du Congo et pour que plus tard, on puisse faire les liens avec votre smartphone. Alors, le Congo, en tant qu'État, État moderne, naît à partir de la conférence de Berlin en 1885, où, dans cette conférence, on décide, les empires occidentaux décident de donner ce pays que je viens de vous présenter avec son immense, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, si je ne l'ai pas dit. On décide de le donner à un certain Léopold II, qui était le roi de la Belgique. On lui donne, je fais bien une distinction, on lui donne, ça n'est pas, on donne aux Belges, qui n'est pas déjà bien, mais on lui donne, c'est un peu comme son jardin, si je peux le dire. Mais c'est plutôt aussi, on lui donne pour qu'il soit le gestionnaire, parce qu'à cette époque-là, il y a, les puissances occidentales sont en recherche des ressources naturelles ou des autres ressources dans cette zone-là. Et il se trouve que c'est un immense territoire qui se trouve au centre. Et donc lui va être chargé de gérer, en fait, de permettre ce qu'on appelle la libre circulation des richesses dans cette zone pour parvenir en Europe et ailleurs. Plus tard, en 1908, il commence à voir que ce n'est pas rentable en fait, pour lui. Du coup, il décide de donner ce pays à la Belgique et c'est là que le Congo devient une colonie belge en 1918. Et là, petit à petit, on commence à découvrir les richesses dans ce immense pays, notamment les caoutchoucs. Et alors, par là, il y a des multinationales qui produisaient du caoutchouc qui vont venir et rentrer dans ce pays. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est une colonie belge à ce moment-là et les populations sont obligées, en quelque sorte, de payer des taxes. Il se trouve qu'à cette époque-là, la notion de la monnaie n'est pas tout à fait, comment le dire, la monnaie n'est pas quelque chose dont on utilise là-bas. On fait des échanges autrement. Et là, ils vont se dire, bon, comme ces gens-là n'utilisent pas l'argent, n'ont pas forcément cette valeur de l'argent que l'on accorde ailleurs, alors ils vont pouvoir payer les taxes autrement. Et là, les taxes vont se payer par le fait que les gens vont aller cultiver, couper les arbres pour faire du caoutchouc et ils vont payer ça en taxes. Et celui qui n'arrive pas à payer, on lui coupe les mains. Et à cette époque-là, on estime à peu près que la population du Congo a été diminuée en deux. En gros, ils étaient autour de 20 millions, ils ont été diminués à 10 millions pour servir une économie extérieure et tout cela. Alors, ça va évoluer jusqu'en 1960. Il va y avoir une indépendance réclamée par ce monsieur Lumumba que j'ai mis en photo, qui va se battre pour l'autodétermination de son peuple, pour que son pays soit indépendant. Mais on est dans un contexte différent, parce que là, on est dans un contexte de la guerre froide. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça. Ce contexte-là fait que vous êtes obligé de choisir un camp, et même si vous n'en choisissez pas un, vous êtes quand même catégorisé soit pro-occidental, soit pro le bloc rouge, l'URSS. Et lui, comme il se bat pour l'autodétermination de son peuple, ce qui est tout à fait normal dans les années 60 en Afrique, il va être catégorisé comme faisant partie de l'URSS. Et là, comme il a demandé l'indépendance, il s'est battu pour l'indépendance de son pays, mais mieux que ça, il a aussi fait en sorte que certaines ressources, parce qu'à cette époque-là, le Congo, on découvre beaucoup de richesses au-delà du caoutchouc, on découvre de l'or, des diamants,
Et la Belgique va s'engouffrer, si je peux dire comme ça, de ces richesses-là. Et lui, il va se battre justement pour que ces richesses profitent à toute la population, ce qui n'était pas forcément la vie de tout le monde. Et donc là, il a deux problèmes. Il y a le contexte de la guerre froide qui lui tombe dessus, si je peux m'exprimer ainsi, mais il y a aussi les entreprises multinationales qui extraient des minerais ou qui sont dans le caoutchouc, qui le voient comme un danger, une menace pour leurs entreprises. Alors, ils vont le combattre et il ne va pas pouvoir durer longtemps. Il va être assassiné en 1961, donc il n'a même pas pu diriger ou mettre sa politique en place. Et entre 61 et 65, on va avoir un moment de flottement. On va avoir un président, mais qui ne dirige pas vraiment. Voilà. Et en 65, le monsieur Mobutu va prendre le pouvoir. Il faut savoir que lui, Mobutu, a travaillé depuis un certain temps aux côtés des Américains, donc l'autre bloc. Et il va être maintenu au pouvoir et il va régner pendant 32 ans. Pendant 32 ans, donc on arrive, je saute un peu les époques, on arrive en 1997. Ouais, 97. Mais avant ça, il y a quelque chose qui se passe dans la région, parce que quand je vous ai montré la carte, vous avez vu que le Congo a 9 frontières et à l'est, il y a le Rwanda. Le Rwanda, qui est un pays voisin du Congo, donc, va connaître ce qu'on appelle le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce qui va pousser à une exode. Du coup, les réfugiés vont fuir vers les endroits les plus sûrs et le Congo est un des pays les plus sûrs. Et ils vont arriver en masse. Ils vont être à peu près 3 millions. On estime 3 millions de réfugiés qui vont fuir vers le Congo voisin. Dans ces 3 millions de réfugiés, puisque je le rappelle, le génocide des Tutsis au Rwanda, le contexte, c'est que il y a deux tribus qui se sont battues, deux ethnies qui se sont battues, une qui voulait exterminer une autre. Et là, il y a les Tutsis donc, qui allaient être exterminés, qui vont pouvoir prendre le pouvoir sur les génocidaires. Et parmi les réfugiés donc, qui vont fuir au Congo, il va y avoir aussi les génocidaires, l'ancienne armée qui a perdu la guerre. Ils vont tous s'installer au Congo, à l'est du Congo, tout près justement de leur pays, avec une idée en tête, reconquérir leur pays. Il se trouve qu'au Rwanda, il y a aussi un pouvoir qui vient de s'installer et qui voit cela comme une menace. Et que, à ce moment-là, au Congo, il y a des gens qui militent contre la dictature de ce monsieur qui règne depuis plus de 30 ans au pouvoir. Et le Rwanda va s'allier avec ces rebelles pour le Rwanda exterminer la menace, si je peux m'exprimer ainsi, et pour les rebelles congolais, prendre le pouvoir. Donc il y a un deal, et c'est là où on va commencer à parler de la première guerre du Congo. Cette guerre-là va faire plus de 3 millions de morts à cette époque, puisque le camp des réfugiés va être rasé, mais aussi il n'y a pas que les réfugiés dans une ville, il y a aussi les habitants, et il y a aussi les habitants non réfugiés, excusez-moi, et qui vont être aussi impactés. Et donc leur alliance fonctionne bien, le rebelle congolais prend le pouvoir et le Rwanda a minimisé la menace à côté de sa frontière. Mais au fur et à mesure, les rebelles, le Rwanda et ses alliés se rendent compte qu'en fait la guerre, elle est payante, qu'il faut la financer la guerre. Et ils sont dans un pays où il y a des richesses, les géologues disent que c'est un scandale géologique. Et là, on arrive autour des années 2000, 2001, donc 97, 2000, 2001. Et il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas ici s'il y a des gens qui ont connu les PlayStation 2 des Sony qui sont sortis. Ah ben en fait, c'est les symboles
par exemple, de ce qu'on a appelé les booms du coltan. Et le boom de l'économie numérique va monter en puissance. La demande des minerais ici va augmenter et il se trouve que le Congo détient plus de 80% du coltan mondial et 60% du cobalt mondial provient du Congo. Ces deux minerais sont nécessaires pour l'économie numérique, pour l'industrie numérique. Et du coup, cette économie-là va malheureusement financer cette guerre-là, qui n'est plus une guerre pour le pouvoir, mais qui est devenue complètement une guerre économique pour à la fois les rebelles, mais aussi le tout nouveau gouvernement en place. Et là, il va y avoir des multiplicités des groupes rebelles parce qu'il y en a qui vont lutter pour défendre leur pays, il y en a qui vont lutter aussi pour se faire de l'argent, et il y a d'autres groupes rebelles étrangers qui se retrouvent tous au même endroit. On estime que depuis ces années-là, 97 jusqu'en 2014, cette guerre, elle a fait plus de 6 millions de morts et 4 millions de déplacés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait à peu près les mêmes nombres de morts que la Deuxième Guerre mondiale, mais dans un seul pays. Je tenais absolument à montrer cette photo. Donc là, vous pouvez remarquer, c'est un endroit des extractions minières. Et on voit bien comment la population, par exemple par là, elle est obligée d'extraire les minerais pour payer les taxes en minerais aux groupes rebelles. Et cette époque-là, en fait, il y a un autre phénomène qui va se développer parce que les rebelles vont se rendre compte qu'en fait, tuer avec les balles ou utiliser les armes, ça coûte cher. Et qu'il y a un autre élément plus efficace dans la guerre, c'est les viols. Et le phénomène va se développer et les viols vont devenir carrément une arme de destruction massive. Puisque, comme dans pas mal de sociétés, vous le savez, l'homme est vu comme celui qui est censé protéger sa famille. Et là, les rebelles vont utiliser quelque chose d'assez novateur, si je peux le dire aussi comme ça. Ils vont donc violer des femmes, peu importe, il suffit juste d'être de sexe féminin, peu importe l'âge, hein, ça peut être des vieillards ou des gosses. Là, ce n'est pas de l'appétit sexuel qu'ils ont, c'est plutôt pour détruire une société, pour pousser en fait les gens à s'éloigner des régions où se trouvent les minerais, pour qu'ils puissent s'accaparer des terrains et pouvoir mieux exploiter. Ou alors, ceux qui ne fuient pas vont être transformés en quelque sorte des esclaves modernes de l'économie numérique. Et donc, on estime qu'à peu près 48 femmes sont violées par heure au Congo pour les coltans et les cobaltes dont on a besoin pour nos téléphones et autres. Cette guerre va se concentrer surtout à cette partie est que je vous décrivais tout à l'heure, parce que c'est là où se concentrent la plupart des minerais. Et comme vous pouvez voir, tous les pays impliqués dans cette guerre se trouvent à la partie est aussi. Donc, et c'est là où se passent toutes ces exactions la plupart du temps. Les autres parties ne sont pas forcément toutes protégées, mais il se trouve que la grande forêt du Congo se trouve juste au milieu et fait un peu barrage ou frontière. Je ne vais pas citer les minerais qu'on y trouve juste à la partie est, mais c'est vraiment énorme.
Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Moi, je suis né juste là, à Uvira, une petite ville par là, à l'est, où il y a les lacs Tanganyika. Je suis né en 95 et cette guerre, elle a commencé en 97. J'avais donc 2 ans à cette époque-là. Mais pour mieux comprendre en fait ces conflits, parce que évidemment ce n'est pas vous qui allez acheter des minerais et puis les produisez, il faut comprendre que c'est toute une économie qui est bien organisée, structurée même. Les minerais partent du Congo, ils vont être transformés en Chine, et c'est à partir de la Chine que les produits finis, ou les, je ne sais pas comment le dire, vont être envoyés un peu partout dans le monde. Ce schéma-là, je l'ai mis parce qu'il cause un autre problème, parce que ça, c'est la situation actuelle de comment ça se passe actuellement. Il cause juste un petit problème. Je vous ai dit comment ça se passait en 2000. Lorsque les rebelles prennent le pouvoir, rentrent au Congo, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se précipiter puisqu'il y a un boom économique ici, il y a une grosse demande pour ces genres de minerais. Plusieurs entreprises vont se précipiter au Congo pour signer des contrats avec des groupes rebelles pour pouvoir exploiter ces minerais. Ce qui va se passer, c'est que quelques années plus tard, ils vont partir, mais ceux qui vont garder le monopole, ce sont uniquement des Chinois, pas uniquement, mais essentiellement des Chinois, et qui aujourd'hui vont distribuer tous les gadgets un peu partout dans le monde. Ça cause un problème parce que actuellement, la demande chinoise intérieure à minerais, elle absorbe à peu près 60% de la demande mondiale. Et on ne sait pas demain qu'est-ce que ça en sera. Il se trouve qu'ici aussi, en France ou ailleurs, on a tous besoin aussi quelque part de ces minerais-là. Ce qui risque du coup de nous ramener dans la situation de 2001 ou 2002, où il va y avoir encore des multiplicités d'acteurs, puisque si la Chine veut d'abord satisfaire à ses besoins intérieurs, elle va soit vendre plus cher les minerais, soit mettre des quotas. Or, les États-Unis, la France et d'autres puissances mondiales ont les moyens aussi de pouvoir aller chercher directement ces minerais sur place. Ce qui peut, du coup, nous ramener à la situation d'avant de l'année où c'était plus chaud, c'est-à-dire dans les années 2000. Je tenais également à vous mettre, à mettre ces chiffres-là aussi dans vos smartphones. Il se trouve qu'il y a juste 5 à 10 grammes de cobalt dans un ordinateur, 30 dans une voiture électrique, 4 à 8 kg de cobalt. Là, ça récapitule un peu et ça montre un peu ce qui se passe. Le Congo, c'était censé être une chance pour le Congo que de posséder des minerais aussi stratégiques et aussi demandés dans le monde, sauf que ça cause un malheur énorme qu'on a vu. Et ça ne s'arrête pas là parce que elle en possède 60% de ce cobalt et 80% du coltan qui est nécessaire pour la production. Et là, tout à l'heure, quand je vous ai demandé si vous avez une voiture électrique, c'était ironique puisque j'imagine bien que pour le moment, vous n'en avez pas, mais selon les chiffres, on voit une progression dans la demande des voitures électriques. Et ça n'a pas tendance à s'arrêter. En parlant tout à l'heure de la Chine, voilà aujourd'hui où on en est pour la voiture électrique, par exemple. Et donc, on voit que la Chine, elle a énormément de besoins parce qu'elle est en train de mettre une politique en place
pour lutter contre les pollutions. Et pour ça, il faut des voitures dites propres, il faut des éoliennes, il faut beaucoup de choses qui nécessitent le cobalt et les coltans. Et le fait que la Chine nécessite ça, comme je l'ai dit, je me répète, va absorber une grande partie de ce qu'elle envoie à l'extérieur et qui risque de nous mettre, de nous remettre dans la situation dont je vous ai décrit tout à l'heure. Mais je tenais, parce que tout ce que je vous ai dit, tous les morts et les femmes violées, des fois on a l'impression que c'est très loin de chez nous et que du coup ça ne nous concerne pas et que ça ne nous regarde pas puisque ça se trouve à des milliers de kilomètres de là où on habite. Mais il y a quelque chose qui nous touche tous. C'est la question de la forêt, c'est la question de la préservation de cette forêt puisqu'elle capte pas mal des CO2 que l'on dégage à la fois ici et partout ailleurs. Sauf que cette forêt-là, elle est mise en danger aussi par ces extractions des minerais. Et il y a une question de la déforestation qui est en train de devenir importante puisque pour extraire des minerais, il faut raser certaines arbres dans un endroit, mais mieux encore, il faut trouver des chemins pour transporter ces minerais. Ce qui cause ce problème de déforestation puisque ça va continuer. Et à la fois, cela va nous toucher ici, cela va toucher là-bas, mais aussi ici. Mais ça, non seulement donc ces conséquences-là sur l'environnement, mais aussi d'autres conséquences pour des gens qui sont locaux, parce que cette extraction des minerais, pour extraire des minerais, on utilise souvent des produits chimiques aussi. Et ces produits chimiques, tout à l'heure, je tenais à vous montrer les lacs et tout ça, puisque c'est important, parce que ces produits chimiques vont se retrouver dans des eaux, dans des poissons, que les gens vont consommer par là. Et on retrouve beaucoup de problèmes, des maladies pulmonaires et autres, liées en fait à cette extraction des minerais. Mais aussi, si les hommes ou les femmes n'est pas votre problème, mais il y a d'autres êtres vivants qui sont aussi en danger, ce sont aussi les animaux, et qui sont menacés dans des réserves, dans des parcs comme le parc Virunga. Au Congo, 11% de ce grand territoire national est juste consacré à la préservation des animaux. Mais est-ce que cela va continuer? Personne ne le sait puisque les demandes à minerais ne cessent pas et il faudra aller chercher là où on pense qu'il y a des minerais. Et il se trouve que là où on pense qu'il y a des minerais, il y a aussi des parcs qui sont des réserves pour les animaux. Ceci étant dit, tout à l'heure, quand je vous ai demandé de déchirer le rêve ou quelque chose qui tient à cœur à votre collègue à côté, c'était important pour vous montrer à quel point nous nous mettons aussi dans des difficultés parce que des fois, on ne se pose pas forcément des questions sur notre mode de consommation. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous pensez qu'il est important pour la vie ou pour vous tout court de passer d'un iPhone 1
à l'iPhone. On a quel iPhone actuellement? 10, voilà. Est-ce que on est obligé de passer de l'iPhone 1 à l'iPhone 10 X, je ne sais plus. Et surtout, personne ne vous a obligé. Enfin, pas physiquement. Mais il y a des mécanismes qui se sont faits et parce qu'on n'a pas suffisamment pris du recul pour se poser la question de est-ce que quelque chose qui m'apporte moi du confort, est-ce que c'est le cas ailleurs? D'où vient, qu'est-ce qui se passe derrière mon smartphone, mon iPhone X qu'est-ce qui se passe? D'où vient cet iPhone X par exemple? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? On ne se pose pas de questions. Et sans le savoir, nous brisons ainsi les rêves des petits-enfants qui vont extraire ces minerais et qui ne vont pas aller à l'école. Nous brisons les rêves d'une jeune fille qui s'est trouvée juste à la rivière et qui va se faire violer sans rien demander parce qu'elle s'est trouvée juste à la rivière pour qu'on puisse extraire des minerais pour que nous puissions ici consommer d'une manière tranquille nos téléphones, nos iPhones et autres. Mais ce que je voulais aussi, ce que je veux, en faisant ces conférences, nous les faisons régulièrement et ce que nous souhaitons vraiment, ce n'est pas de créer de la culpabilisation. On le sait, on n'est pas naïf, ce n'est pas vous directement qui allez financer les groupes rebelles là-bas. Ce n'est pas vous qui allez corrompre un gouvernement en place ou les soldats ou les autres en place. Personne, ce n'est pas vous ici. Mais ce sont des multinationales qui détiennent Apple, qui détiennent Samsung et d'autres industries parce qu'ils ne font pas l'effort d'être responsables. La course à la rentabilité, la course à se faire plus d'argent provoque de telles situations. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Cela peut s'arrêter uniquement si nous pensons autrement, si nous pensons consommer d'une manière responsable. Et ça, c'est le défi de notre génération. Parce que si nous ne changeons pas notre manière de consommer, eh bien, non seulement cela va nous impacter, non seulement cela va impacter là-bas, mais cela va aussi nous toucher. Je vous ai donné l'exemple de la forêt qui absorbe aussi une grande quantité de ce qu'on rejette, mais qui se trouve que aujourd'hui, si le Congo, ou là j'ai mis une photo de ce qui se passe en Mozambique actuellement parce qu'il y a une cyclone, il se trouve que le Mozambique, le Congo ou d'autres pays comme ça ne sont pas assez préparés pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Ici, vous ressentirez ou nous ressentirons forcément ces effets, mais ça ne sera pas le même degré comme là-bas. Et ce qui est tout à fait humain, les gens iront là où ils peuvent vivre mieux. Et on sera beaucoup à venir chercher aussi l'exil là-dedans. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de crispations dans la société française liées à la question de l'immigration. Et là, actuellement, c'est presque quasi les demandeurs d'asile ou les réfugiés qui viennent en France ou ailleurs. C'est presque lié à des problématiques politiques, économiques et autres. Là, il va y avoir une autre donnée qui va être celle du climat, par exemple. Et donc, ces crispations vont continuer. Nous, cette génération, nous pouvons faire changer les choses par uniquement notre façon de consommer.
par notre comportement à nous. Et surtout, cette économie que j'ai décrivée tout à l'heure, ou avec des iPhones et autres, et d'autres outils électroniques, s'inscrit dans une logique économique qui est celle de la production ou de l'économie linéaire. On produit, on extrait, on fabrique, on produit, on utilise et on jette. Sans se poser des questions. Non seulement ces déchets ont un impact sur nos vies, sur notre santé, mais surtout le fait de ne pas se poser la question de réutiliser nos déchets, d'allonger les vies de nos produits, nos smartphones et autres, engendre presque une dépendance à ces pays-là, engendre une dépendance. Aujourd'hui, la France et d'autres pays sont dépendants de ces minerais-là. Pour les gens avec qui on était en TD ce matin, on l'a vu. La solution que nous proposons, c'est de commencer à travailler, ou si ceux qui sont déjà engagés dans ce chemin-là, de s'engager vers une économie circulaire, où on va de plus en plus recycler, où on va de plus en plus revaloriser nos déchets pour à la fois allonger la vie de nos smartphones et autres, et donc éviter toutes les drames humains que je vous ai décrits avant. J'ai cité le défi de la justice climatique, parce que c'est très important. Je vous ai parlé de l'immigration, mais aussi cette question de la justice climatique, elle intègre la question de l'immigration, mais elle intègre aussi uniquement tout court la question de la justice. Quand nous produisons ici et nous dégageons les CO2 dans l'atmosphère, ça n'affecte pas uniquement la France, mais ça affecte aussi d'autres régions qui produisent moins du coup Il se trouve que l'Afrique, par exemple, dans la pollution globale, produit que 4% du CO2 comparé aux autres. Donc c'est ridicule comparé à la Chine et à d'autres pays occidentaux. Est-ce que cela est juste que nous, par notre consommation non responsable, nous continuons à détruire la planète? Moi, je ne crois pas que ça soit être juste, parce que, en plus, ceux qui subissent les conséquences de notre mode de vie, notre mode de consommation, ce sont les plus vulnérables en plus à ces problèmes-là. Donc, il est urgent qu'on puisse aussi commencer à se poser des questions là-dessus. Et donc, pour conclure, je vous ai mis trois chiffres. Apple en bourse, c'est 1000 milliards de dollars. Le budget national de la RDC, de la République démocratique du Congo, il est de 5 et maximum 6 milliards de dollars. Et pourtant, pour qu'Apple existe, Apple a besoin de ce qui se trouve au Congo. Donc il y a 2 points de mesure. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre économie. Et j'ai mis un autre chiffre pour vous montrer que nous sommes vraiment tous concernés par ces questions-là, puisque en 2014, c'était à peu près 7 milliards, donc à peu près tous les habitants sur Terre avaient au moins un smartphone, un téléphone portable, pardon. Ce que je souhaite, c'est que quand nous allons sortir d'ici, que vous gardiez cela, mais surtout, ne soyez pas insensibles à ce qui se passe, parce que quelque part, vous allez peut-être vous dire c'est très loin, ça ne me regarde pas, mais sachez que dans vos vies, dans vos poches, dans vos maisons ou dans votre mode de transport,
eh ben, vous avez un bout de Congo avec vous à chaque fois dans votre vie. Et peut-être uniquement pour ça, nous sommes liés. C'est ça le lien que je voulais faire avec mon histoire et votre téléphone portable. S'il y a des questions, je les prends. Merci.